C'est le docteur Diem, Jean Hewitt. En lieu et place, souvent plus d'une synthèse critique qui est proposée par les organisateurs, je voudrais proposer en prise sur les finalités, plutôt une synthèse stratégique, une synthèse que je qualifierais de vectorisante, c'est-à-dire qui nous montre comment porter vers les finalités ces différents mouvements. Et la finalité, c'est la renaissance africaine. J'expliquerai pourquoi. Tout le titre de ma contribution, dont le point d'entrée, vous comprendrez, méthodologique. Le titre, excusez-moi monsieur le modérateur, je l'ai modifié, c'est Afrocentricité stratégique appliquée. Réarticulation du panafricanisme, du kamitisme, du néo-traditionnalisme et de l'afrofuturisme pour la Renaissance. Je vais demander votre attention parce que tout cela peut être un peu théorique, mais aussi parce que, et c'est important, je vais commencer par appeler à un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu entre tous ces mouvements qui poursuivent les mêmes objectifs et qui se combattent très souvent. Un cessez-le-feu entre les différents courants panafricanistes. Le docteur Lepouta parlait panafricanisme, le néo-panafricanisme, il y en a d'autres. Et puis on revient des Casablanca, et le panafricanisme immédiatiste, maximaliste, et le panafricanisme gradualiste, minimaliste, et le panafricanisme néocolonialiste, et le panafricanisme indépendantiste. Et tous ces panafricanismes consacrent plus d'énergie à se combattre les uns les autres qu'à poursuivre les objectifs du panafricanisme. De la même manière, il se trouve que souvent, le kémitisme, l'afrocentrisme, le panafricanisme, l'afrofuturisme, le néo-traditionnalisme, qui poursuivent strictement les mêmes objectifs, consacrent plus d'énergie à se tirer dessus ou à entretenir des incompréhensions plutôt qu'à poursuivre les objectifs communs. Je vais demander donc votre attention particulièrement pour démontrer que cet ensemble forme un édifice unique avec une finalité unique. Mais évidemment, pour résoudre les problèmes, il faut un travail de mise en convergence, un travail stratégique donc, que je m'en vais commencer avec les questions de méthode. La méthode pour tous ces mouvements, toutes ces idées, toutes ces tendances est apportée par l'afrocentricité, et en particulier ce que j'appelle l'afrocentricité stratégique. Je dirais pour commencer que le panafricanisme n'a pas de méthode. C'est l'afrocentricité qui apporte la méthode dont le panafricanisme a besoin. Faisons donc la clarification conceptuelle. Et ici, je ne me rendrai pas à définir tous ces mouvements, je parlerai de leurs inclusions réciproques, de leurs apports respectifs et communs pour la vectorisation vers l'objectif. Donc, commençons par faire la différence entre l'afrocentricité et l'afrocentrisme. Les critiques parlent rarement de l'afrocentricité parce que, mesdames et messieurs, il est presque inattaquable sur le plan scientifique. Tout le monde peut insulter l'afrocentrisme. Il n'est pas jusqu'au meilleur d'entre nous, sauf meilleur avec le pouvoir, parmi les intellectuels africains à Chilbembe, qui est renvoyé dos à dos l'afrocentrisme et l'afropessimisme. On s'inscrit ici dans un ensemble de critiques qui veut nous dire que l'afrocentrisme est de l'eurocentrisme à l'envers, que l'afrocentrisme est passéiste, nostalgique, etc. Tout cela a des éléments qui peuvent être défendables. Ce qui n'est pas défendable et ce que très peu, je ne connais pas beaucoup d'intellectuels qui s'attaquent à l'afrocentricité. Donc ce qui n'est pas très attaquable, c'est l'afrocentricité. Qu'est-ce que l'afrocentricité? C'est une posture méthodologique, une posture épistémologique, une approche positionnelle et propositionnelle de la science qui consiste simplement à dire, quel que soit l'élément de phénomène historique, économique, diplomatique, politique, juridique
on peut le voir à partir d'un point de vue autre que le point de vue eurocentriste dominant. Et parmi les points de vue alternatifs à partir desquels on peut voir les phénomènes, il y a le point de vue afrocentré. Donc il ne s'agit pas d'une idéologie de l'afrocentrisme, comme disent avec précipitation ceux qui ne comprennent pas, et sans bon critiquer ceux qui ne comprennent pas. Il s'agit d'une posture, l'afrocentricité. Ça consiste à voir les choses à partir d'un angle qui pose l'Afrique au centre. Si vous regardez l'histoire de l'Afrique à partir d'une position eurocentriste, comme celle de Hegel, vous allez dire que l'Afrique, ou de Victor Hugo, ou d'Auguste Comte, etc., toute la philosophie occidentale, toutes les sciences occidentales, sciences sociales occidentales, et même les sciences dures, font cette erreur. Elles considèrent l'Europe au centre et l'Afrique à la périphérie. Hegel, Marx, Comte et les autres disent l'Afrique n'existe pas. Il y a deux parties en Afrique qui sont significatives pour l'histoire. L'Afrique australe et l'Afrique du Nord. La raison en est qu'il y a des blancs là-bas. Et donc c'est parce que l'Europe a touché l'Afrique que l'Afrique est entrée dans l'histoire. Vous connaissez le fameux discours de Sarkozy. Donc ça c'est la posture eurocentriste. Maintenant lorsque vous regardez l'histoire de l'Afrique à partir d'une posture afrocentriste, vous allez voir l'Afrique autrement. Ce n'est pas l'Afrique qui est la bâtisse de l'histoire de l'Europe, c'est l'Afrique qui est auteur de sa propre histoire et, tenez-vous tranquille, peut positionner comme appendice de son histoire l'histoire du reste du monde. En tant qu'elle peut se positionner comme le centre génétique de la civilisation humaine, voire le centre génétique de l'humanité tout entière. Donc c'est une question de position à partir de laquelle on voit. Donc, afrocentricité et non pas afrocentrisme. Maintenant, il y a, si vous voulez, deux afrocentricités. Je pourrais distinguer globalement deux ou trois afrocentricités. Il y a l'afrocentricité métathéorique, qui consiste à prendre n'importe quelle théorie, n'importe quel développement épistémologique, et dire, et si je regardais ce positionnement épistémologique, ce développement épistémologique, en prenant l'Afrique non pas comme une périphérie, mais comme le centre. Ça vous donne des renversements incroyablement difficiles à accepter pour les hégémons scientifiques en place. Je ne veux pas rentrer dans les détails, on peut en parler. Ça c'est sur le plan d'état théorique. Donc une théorie, la théorie, prenez n'importe quelle théorie, rethéorisez-la en prenant l'Afrique comme centre, elle devient tout autre chose. Si vous prenez l'Afrique, vous l'insérez dans la science mondiale, la science mondiale s'écroule tout de suite pour l'essentiel comme un tas de mensonges. Par exemple, on parle sur le contrôle du professeur Lehmann, qui est un excellent scientifique. Si on fait l'histoire des mathématiques, on va dire que les mathématiques ont commencé avec l'écriture il y a 10 000 ans. Mais les premiers objets mathématiques connus aujourd'hui, c'est deux os sur lesquels on a fait des gravures et qui sont des objets mathématiques. L'os du Shango, qu'on a découvert au Congo, qui est dans un musée en Belgique, il a 26 000 ans. Il contient les nombres premiers, il contient les 4 opérations d'arithmétique, etc. Donc si on fait l'histoire des mathématiques sans l'Afrique, on va dire que ça commence avec l'écriture il y a 10 000 ans. Si on afrocentrait l'histoire des mathématiques et donc des sciences, on constaterait qu'elle a 26 000 ans avec l'os du Shango, voire 40 000 ans avec l'os de Lebombo, qui est le premier, qui contient les premiers tracés de calcul du cycle menstruel et qui a été découvert en Afrique du Sud. Je vais essayer d'accélérer parce que monsieur le modérateur va peut-être me rappeler à l'ordre. Je vous signalerai en passant que mon frère Dominique m'avait promis une leçon. Il m'a donné un panel, je le remercie. Donc si je dois faire des imputations, je les ferai un peu sous contrainte. Afrocentricité métathéorique, on a dit, afrocentricité méthodologique. Prenez n'importe quel. Molefic était à Saint, il dit ceci dans the Afrocentric idea. There are other ways of knowing. It is about taking any scientific statement or achievement and seeing the world from a position that puts Africa in the center. Donc, lorsque nos étudiants font leur mémoire, etc., essayons un peu d'inclure dans leur méthodologie une dimension afrocentriste, nous allons voir des merveilles scientifiques émerger. Maintenant, je propose une afrocentricité appliquée.
Parce que là, cette afrocentricité méta théorique et l'afrocentricité méthodologique sont davantage du domaine de la science fondamentale. Mettons, revenons du côté de la science appliquée. L'afrocentricité stratégique appliquée, c'est ce que je propose. D'abord, c'est une afrocentricité qu'on applique donc à des objets spécifiques, notamment pour le cas présent, des rapports de force, des interactions agoniques marquées par la dialectique des intelligences, où les différentes parties en conflit cherchent à imposer leur volonté. Et s'il y a un continent à qui tout le monde cherche à imposer sa volonté, ou à imposer historiquement sa volonté, c'est bien l'Afrique. Les Arabes nous ont réduits en esclavage et continuent à nous maltraiter aujourd'hui. Les Européens, souvent les Arabes nous ont réduits en esclavage pendant 400 ans. Nous vivons dans une période européenne depuis. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, on ne peut pas penser à afrocentricité sans penser stratégie. Et je vais essayer de décrémer puisque on m'y appelle. Donc, montrons la réarticulation entre panafricanisme et afrocentricité stratégique. Le panafricanisme, je l'ai dit, je n'ai pas de méthode, c'est l'afrocentricité qui apporte la méthode. Si vous regardez le panafricanisme de Nkrumah, de Blyden, etc., ils sont empoisonnés par l'eurocentrisme. C'est des panafricanismes eurocentristes. Le panafricanisme de Nkrumah a au cœur de sa méthode le marxisme. Le panafricanisme de Blyden et des pères fondateurs américains, y compris de Marcus Garvey, a en son cœur comment on appelle ça, la théorie des civilisations, qui veut que l'Europe va dominer et développer l'Afrique. Les Noirs américains qui ont créé le panafricanisme considéraient qu'ils étaient des civilisateurs. Ils imposaient la mission civilisatrice, c'est-à-dire que l'Europe va civiliser l'Afrique. Ils étaient dans la science du 19e siècle. Et par conséquent, si vous voyez la question du Libéria, l'une des sources du conflit du Libéria, c'est que les Afro-Américains venus du mouvement Back to Africa de Marcus Garvey se considèrent comme supérieurs aux Africains, comme civilisateurs des Africains, et c'est eux qui ont occupé le pouvoir pendant le plus longtemps. Et ça, c'est un conflit structurel. George Weah, l'un des tout premiers présidents autochtones, pour ainsi dire, qui a tout cas des hommes par la colonisation. Donc, le panafricanisme de père fondateur a cette épine dans le pied, ne peut pas réussir parce qu'il était pollué dans ses sources par l'eurocentrisme. Il lui faut donc aujourd'hui au panafricanisme une méthode, et la méthode c'est l'afrocentricité. Si on remet l'Afrique au centre de l'Union africaine aujourd'hui, on ne peut pas accepter que l'Union africaine imite l'Union européenne. L'Union africaine s'appelle l'Union africaine parce qu'elle a une idéologie, une méthode eurocentriste. Je ne continuerai pas sur ce point. Donc, voilà l'articulation afrocentricité panafricanisme. L'articulateur, si j'ai parlé d'articulation, c'est la Renaissance africaine. C'est un rapport avec la Renaissance africaine que tout ceci prend son sens. 45 secondes. Un rapport, alors je vais résumer. C'est vraiment dommage. Bon, je dirais ceci en conclusion. L'essentiel de mon argumentaire consiste à dire que nous avons désormais réuni tous les moyens de venir à bout des querelles et dissensions pour articuler parfaitement les différents composants de la maison commune, articuler ces différents mouvements. J'y vais pas à pas. L'objectif ultime, c'est la renaissance africaine. En tant que recours de la créativité ancienne pour reconstruire l'Afrique forte. Le cadre matriciel, institutionnel et politique pour cela, c'est le panafricanisme. Il a besoin d'une méthode. Cette méthode, c'est l'afrocentricité. Mais l'afrocentricité, elle-même, elle a besoin d'un matériau à travailler pour la construction de la prospérité. Et ce matériau, ce sont les traditions. Nous avons démontré dans notre recherche que si l'Afrique exploite ses traditions industriellement, elle peut atteindre l'émergence au temps recherché, tripler son taux de croissance, ça veut dire atteindre l'émergence en 10-15 ans et construire les États-Unis d'Afrique comme première puissance mondiale d'ici la fin de ce siècle. Et il y aura ensuite la grande question de cette puissance. Comment, si vous voulez, la force, sa retenue n'étant pas tout à fait la force, comment est-ce qu'on va domestiquer cette force? Le kamitisme apporte les éléments spirituels sans
sans préjudice évidemment des autres religions, 30 secondes s'il vous plaît, que les Africains pourront pratiquer. Et dernier mouvement en date, l'afrofuturisme, qui consiste désormais à faire cet ensemble de projections sur tous les plans, à partir de ce qu'on appelle la grande stratégie qui mobilise tous les moyens. Et l'afrofuturisme, c'est la projection des futurs de l'humanité avec l'Afrique au centre. Si donc l'Afrique est au centre, nous construisons l'impérium africain, en construisant la puissance africaine, nous construisons la première puissance mondiale. Mais ce sera une puissance différente. Ce sera une puissance respectueuse de la nature et non pas pour dominer la nature. Ce sera une puissance avec les autres et non pas contre les autres. Ce sera une puissance harmonieuse, une puissance symbiotique, une puissance fraternelle, mais une puissance toujours vigilante. Je vous remercie.